La marque Yamaha, cette marque japonaise, j'en suis sûr que vous la connaissez déjà. Effectivement, elle est présente dans nos salons par des amplis depuis de nombreuses années. Côté musique, les musiciens sur les plateaux télé, dans les concerts, on la trouve de manière très présente. C'est même une marque qu'on peut croiser sur nos routes ou encore dans nos jardins. Alors c'est pas notre domaine, nous on va s'intéresser plutôt à un autre rendu sonore que les motos ou les tondeuses. Et Mélanie, dans nos contacts par téléphone, on nous parle très souvent d'équipements Yamaha que l'on possède et surtout on a envie de connaître notre avis sur les produits connectés de la marque qui s'appuient sur l'écosystème Musicast. Donc je pense qu'il était enfin temps de parler à tout le monde de cette marque Yamaha. Alors effectivement Eric, cette marque Yamaha fête ses 70 ans cette année dans la gamme hi-fi. Et elle annonce en plus de nouveaux produits connectés pour les années 2025 et 2026. Et comme on le dit très souvent sur la boutique d'eric.com, ce qui nous intéresse, c'est des marques qui ont fait leurs preuves et qui ont aussi une belle dynamique pour les prochaines années à venir. Pour commencer avec cette nouvelle marque dans notre catalogue et sur la chaîne YouTube, nous voulions vous présenter une référence en termes d'ampli forcément connecté, qui est le modèle RN1000A. On se retrouve tout de suite après le générique avec Mélanie pour un test complet et bien sûr le rendu musical de cet ampli. Cette marque japonaise Yamaha que vous connaissez, Mélanie, est-ce que tu peux nous faire un historique assez court parce qu'elle est là depuis très longtemps? Alors, je vais prendre mes notes parce que certains noms je ne voudrais pas les écorcher. Donc Yamaha a été fondée en 1887 par Torakushu Yamaha. En fait, ils ont commencé à fabriquer des instruments de musique. Moi, à titre personnel, ma flûte traversière, c'est une Yamaha. Donc j'ai connu Yamaha par les instruments de musique avant de connaître Yamaha pour les motos que l'on croise souvent sur nos routes. En 1954, Yamaha a sorti sa première platine vinyle. Donc là, ils ont vraiment commencé à s'intéresser à la hi-fi. 54-2024, donc là on fête un anniversaire pour les produits hi-fi. Et c'est bien cette première platine vinyle qui a lancé Yamaha dans la hi-fi donc en 1954. Donc au début des années 70, Yamaha démarre en fait avec des amplis hi-fi intégrés. Donc ça arrive en France en 74. Ils ont commencé avec le Japon bien évidemment. C'est tous les fameux amplis qu'aujourd'hui on qualifie de look vintage, mais qui sont très présents depuis les années 70-80 justement. Exactement, et c'est comme ça qu'on reconnaît justement la marque Yamaha et qu'on fait confiance à la marque, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup évolué sur l'aspect design. Donc à cette époque, Yamaha se démarquait en fait par l'avancée technologique et la qualité de la conception des amplis. Ça a été reconnu avec le CA1000 qui permettait en fait de pouvoir commuter d'un ampli de classe A à un ampli de classe AB. Donc c'était intéressant parce que tu pouvais adapter ton amplification en fait, par rapport aux enceintes que tu possédais ou si tu préférais aussi peut-être consommer moins d'énergie, tu pouvais du coup choisir la classification de ton ampli. Après, dans les années 80, ils ont complété cette gamme. Il n'y avait pas que des amplis, on a eu les sources. Parce que moi, je me souviens très bien, je rêvais de voir une platine CD Yamaha. Alors, comme tu le dis, ils sont arrivés dans les années 80 avec le reste. Ils se sont démarqués de l'amplification exclusivement, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des platines CD, des platines vinyles renouvelées, mais aussi tout ce qui était tuner FM. Et ils ont même commencé une gamme d'enceintes passives. Donc c'est vrai que voilà, moi Yamaha, dans la mémoire collective, on va dire, parce que voilà, quand on parle d'une marque qui a 70 ans et qui était très active depuis le début des années 70, c'était ces fameuses chaînes hi-fi où on empilait l'ampli, le tuner, le lecteur CD, on finissait au sommet par la platine vinyle. Voilà, ça faisait vraiment rêver parce qu'il y avait un excellent son et puis c'était la réputation de la fabrication des marques japonaises. Alors Yamaha est resté hyper actif parce qu'après les années 80, donc au début des années 90, ils ont évolué, on va dire, ils ont ouvert leurs produits aux amplis audio-vidéo parce que là, pour le coup, la télé prenant de plus en plus de place dans notre quotidien, ils se sont évidemment dit, là, il y a un marché, il y a quelque chose à proposer. Donc là, dans les années 90, apparaissent ce qu'on appelle les premiers AVR. Ils avaient une très bonne réputation et ils l'ont toujours d'ailleurs sur les AVR. Et moi, je me souviens, voilà, c'était fin années 90 que j'arrivais dans ma fameuse installation home cinéma et on regardait du Onkyo, du Pioneer, du Yamaha, du Denon. Et voilà, Yamaha et Denon se tiraient vraiment la bourre sur ce côté-là et ont toujours cette belle réputation aussi.
Tu viens de nous dire voilà, qu'ils sont rentrés dans le monde des amplis avec un modèle emblématique qui était le CA1000. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont attachés à cette désignation parce que l'ampli dont on va vous parler aujourd'hui, et tu vas nous décrire les fonctionnalités et le rendu musical, c'est le RN1000A aussi. Donc, comment on peut qualifier cet ampli? Je dirais, qu'est-ce qu'il a sous le capot déjà en termes d'amplification et de puissance? Alors, c'est un ampli de classe AB, plutôt puissant puisqu'il développe 2 fois 100 watts sous 8 ohms et même 2 fois 120 sous 6 ohms. Donc, pour un ampli de classe AB, là, on a une vraie réserve de puissance. Donc, il peut s'adresser à des enceintes bibliothèques, mais aussi à des enceintes colonnes qui pourraient être un petit peu compliquées à driver. On est sur un ampli connecté, numérique celui-ci aussi. Alors, complètement. Là, on est moderne, hein, même si la façade est rétro, c'est un ampli définitivement moderne puisqu'il intègre le lecteur réseau de chez Yamaha sous le protocole MusicCast. Donc l'application est disponible sur le smartphone et la tablette. Et donc comme tout ampli connecté dont on a déjà parlé plein de fois dans nos vidéos, vous le pilotez depuis l'application dédiée. Voilà, on reviendra sur cet aspect parce que Yamaha développe son propre écosystème MusicCast qui est à la fois hi-fi et multiroom. Avant de rentrer dans les détails des fonctionnalités, justement, tu as évoqué ce design rétro traditionnel. Voilà, quels sont les matériaux utilisés, les dimensions, le poids du produit? Alors là, on est sur un format traditionnel hi-fi, c'est-à-dire qu'il fait 43,5 cm de largeur. Et tu retrouves devant, comme on aimait bien aussi le montrer pour Marantz, tous les potentiomètres de gestion de volume, de la balance droite-gauche, aussi bien aussi la gestion des aigus que des graves. Donc c'est vrai que tu peux vraiment affiner selon ton goût, tes écoutes ou même ce que tu es exactement en train d'écouter comme morceau. Voilà, puis ils ont gardé ce look, comme tu disais, rétro, vintage, avec ces bons vieux boutons mécaniques et rectangulaires qui sont hyper reconnaissables. C'est-à-dire qu'en façade, dès qu'on voit un ampli comme celui-ci, on sait que c'est un Yamaha. Exactement. Là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est sur le châssis qui est quand même ultra rigide. Le but recherché par Yamaha dans cette conception de châssis, c'est d'éviter le plus possible en fait les vibrations indésirables. Et même dans les pieds, cette recherche a été aboutie, c'est-à-dire que voilà, tu as une bonne gestion en fait de la pollution qui pourrait être due au fonctionnement même du produit. D'accord. Et le bandeau noir dessous, il n'est pas juste un bandeau noir esthétique, il a une fonction. C'est son écran, tout simplement de navigation, où vous allez retrouver toutes les informations relatives à votre source, à l'entrée sélectionnée ou même au morceau que vous êtes en train de lire, la gestion du volume, la gestion des graves, des aigus, tout est indiqué dans le bandeau. Et on voit même une indication très sympa puisque c'est un ampli de classe AB, donc il y a un préchauffage qui est conseillé. Et il l'indique quand il est en train de préchauffer et il indique quand il a terminé son préchauffage pour une écoute optimale. Alors rassure-nous, c'est pas comme un bon vieux ampli à lampe où il faut plusieurs minutes à attendre. Là, la partie, elle est très rapide. C'est très rapide, hein, c'est une vingtaine de secondes, je crois. Je l'ai vu arriver en warming up, c'est très rapide. En termes de poids, connectique en façade, qu'est-ce qu'on en a? En termes de poids, il fait plus de 12 kg et on voit une sortie de casque en façade en format 6,35. Il y a une autre sortie juste dessous au format 3,5, donc c'est pas une sortie casque, on en parlera plus tard, c'est une entrée pour la gestion en fait, de la calibration avec un micro qui est fourni. Avant de parler de la technologie embarquée qui nous séduit quand on va sur un ampli connecté qui est le lecteur réseau, et tu l'as déjà évoqué rapidement, quelles sont les possibilités? Tu parlais d'un micro de calibration, voilà, quelle est l'électronique qui est aussi adjointe à la partie puissance? Alors il y a une électronique qui est propriétaire à Yamaha qui s'appelle le Top Art, ça veut dire Total Purity Audio Reproduction Technology. En fait, c'est le respect de l'intégrité du son qui est retransmis par l'ampli connecté. C'est-à-dire qu'il utilise en fait un circuit symétrique pour les deux canaux. Donc ça procure une meilleure dynamique et ça réduit les interférences en fait, lors de la diffusion du signal sonore. Je dirais que c'est un circuit, même s'il a un nom un peu barbare, c'est pas surprenant parce que quand on va chez Yamaha, on cherche à avoir justement ce son très pur, très neutre, qui est propre à la marque. En termes de puce de conversion, parce que son ampli connecté, on parlera des entrées numériques et de toute façon du lecteur réseau, donc il y a forcément un DAC à l'intérieur. Yamaha fait le choix de beaucoup de fabricants de hi-fi de sélectionner une puce sabre qui monte jusqu'en 32 384 et même va jusqu'au DSD 256.
Donc d'accord, donc Sociologue Vintage, il absorbe tout ce qui existe en musique numérique d'aujourd'hui. Pour la partie calibration, justement, là, tu évoquais cette entrée, comment c'est géré, et puis c'est assez connu aussi chez Yamaha. Alors, la calibration, c'est YPAO, c'est Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer. Donc c'est fait pour que vous puissiez en fait calibrer parfaitement l'ampli par rapport à votre pièce, par rapport à vos meubles. Donc là, il est livré avec le micro. C'est intéressant parce que certaines marques ne livrent pas le micro. Il faut aller la chercher en supplément. Donc là, c'est pas le cas. Et après, vous suivez l'application. Il se calibre automatiquement comme on peut le connaître sur des amplis AVR chez Denon ou Marantz. C'est le même système. Et c'est vrai qu'il y a un gain lorsque la calibration est faite puisque c'est parfaitement adapté à l'ergonomie de la pièce. Oui, effectivement, dans les écoutes que tu m'as fait, on a vu avec et sans. On voit voilà, que dans notre showroom, où parfois on peut avoir un peu de réverbération, parce qu'on a des cloisons vitrées, c'est aussi nos bureaux, ça le gère parfaitement. Et on voit très bien voilà, que ce que j'évoquais tout à l'heure, Yamaha est très connu dans le monde du home cinéma, et c'était justement les premiers à proposer ces calibrations qu'aujourd'hui on va retrouver partout dans le direct, la technologie qu'embarque Denon et autres. Donc ça a été voilà, les premiers. Et la bonne nouvelle, c'est que même sur un ampli hi-fi, on en profite. Et sans surcoût, parce que le Dirac, il est payant, les micros sont payants, il y a plein de choses payantes. Là, c'est intégré. Ça fait plaisir, oui. Carrément. Un dernier point, on parlait tout à l'heure, quand on va sur Yamaha, c'est qu'on veut quelque chose, un son très pur, très direct. Ils ont justement un mode qui leur est propre là-dessus et qui l'intègre à chaque fois. Alors le mode direct, on le retrouve en façade sur un petit poussoir. En fait, tu l'actives ou tu le désactives selon ta préférence. Et en fait, ça permet au signal d'emprunter le chemin le plus court, donc le plus rapide. Donc, sous-entendu, moins de jitter. Et ça évite en fait d'avoir parfois un peu de voile sur tes écoutes. Il y a une meilleure dynamique. On parle d'un ampli connecté. On a évoqué le monde Musicast qui est présent depuis longtemps, leur propre protocole. Donc justement, comment on le pilote, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas? Alors, Musicast, c'est une application que tu as disponible sous iOS et Android, smartphone, tablette, comme peuvent l'être les applications EOS ou Bluesound ou voire même Sonos. Et je la trouve, déjà, elle est extrêmement fluide et elle ne bug pas, donc ça c'est important de le dire parce que c'est souvent des retours qu'on peut avoir sur des choses qui sont moins abouties. Et tu retrouves en fait sur cette application toutes tes sources qui sont à l'arrière, donc tu peux les activer directement par l'application, mais aussi toutes tes sources numériques, c'est-à-dire ton abonnement musical, ta collection de fichiers et les radios internet. Tu parles d'abonnement musical, donc ça on fait toujours très attention parce que tout le monde n'embarque pas toutes les plateformes. Donc dans l'environnement Musicast, quelles sont les plateformes musicales qu'on retrouve? Toutes, on va dire. Ou quasiment, même Apple Music? Ou quasiment toutes, je savais que tu allais me faire rebondir. Donc on retrouve Amazon Music, Deezer, Qobuz, Napster, pour ceux qui auraient encore cet abonnement-là, Tidal en natif et en connect, et Spotify évidemment en connect aussi. La partie radio internet, je dirais depuis qu'on sait qu'avec Tuning et le groupe Radio France, ça peut être délicat parce qu'il y a une rupture commerciale et technologique. Quelle est la plateforme, le portail qu'utilise Yamaha? Alors Yamaha fait confiance à Net Radio, donc j'ai bien vérifié, toutes les radios sont disponibles et toutes les radios de Radio France le sont aussi. Toutes les déclinaisons de chaque radio est bien disponible. Point important parce que certains, dans d'autres marques, ont connu des plateformes qui demandaient au bout d'un moment un abonnement. Là aussi, c'est intégré et gratuit. Totalement gratuit et intégré sans difficulté. Quand on parle de musique connectée, il n'y a pas que les plateformes. On n'a pas forcément envie d'avoir un abonnement. Ou en tout cas, c'est souvent complémentaire d'une collection de fichiers. Qu'est-ce que je peux faire avec l'environnement Musicast? Alors, tu peux aller interroger un NAS qui pourrait être en réseau ou éventuellement les fichiers que tu aurais disponibles sur ton ordinateur. En termes de compléments, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'Apple Music qui, bien sûr, n'est pas intégré. Je dis bien sûr, parce qu'on vous l'a déjà expliqué plein de fois. Il y a un accord très, très fort entre Sonos et Apple de ce côté-là. Donc, quand on veut l'intégrer, c'est qu'on est sur des plateformes très ouvertes comme les systèmes Android. Donc, est-ce qu'on a au moins de l'AirPlay, justement, par exemple? Alors oui, on a de l'AirPlay 2 qui te permettra en fait de pouvoir écouter Apple Music et YouTube Music. Tu as donc le PNP Delena, donc Audirvana, est donc là aussi compatible depuis ton ordinateur. Et puis bon, tu as du Bluetooth, puisque qui peut plus peut le moins, et le Bluetooth c'est bien pour les copains, donc Yamaha l'a bien sûr directement intégré dans l'ampli. Yamaha, on l'a évoqué, ils sont là depuis très longtemps, historiquement avec des tuners radio. Est-ce qu'ils ont aussi intégré les tuners, on va dire, plus classiques, plus anciens, que pas uniquement les radios internet? Alors, l'ampli
plutôt récent, mais ils ont tout de même en tout cas gardé la réception FM et DAB. Et donc tu as une antenne souple en fait qui est fournie dans le package. Voilà, effectivement, je le vois et souvent ça nous est demandé. Là, je vois, il y a le bornier antenne qui est même disponible. Donc, si on a une antenne collective, on peut l'utiliser. Tout à fait. Tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec les applications habituelles qu'on trouve dans la musique connectée. Côté Musicast, est-ce qu'on est aussi multiroom et comment, je dirais? Alors, Musicast, c'est une des premières applications qui a proposé, en même temps que Sonos, le multiroom. Donc, c'est vrai que ça fait référence dans ces protocoles de pouvoir s'associer dans une pièce et dans une autre avec des produits Musicast. C'est vrai que nous, voilà, le multiroom, c'est cœur de métier et c'est pour ça que depuis 1 an ou 2, on se posait la question, est-ce qu'on intègre ou pas la gamme Yamaha? Parce qu'il manque quelques produits qui étaient présents et là justement c'est ce qu'on vous a annoncé au tout début de la vidéo. À partir de 2025-2026, il y a à nouveau des lecteurs réseau Musicast qui arrivent, de nouvelles enceintes connectées. Donc on va avoir à nouveau un bel écosystème multiroom et c'est très, très intéressant sur cet aspect-là. Et chez Yamaha, je peux me permettre de le dire, c'est qu'elle n'est pas encore au catalogue mais elle va arriver. C'est une des seules marques qui propose une platine vinyle multiroom. Et ça c'est beaucoup demandé. Voilà. Ça évite de faire du Bluetooth, c'est un peu dommage sur des galettes noires. Au niveau pilotage, on a vu il y a l'application. Tout à l'heure, tu as décrit tous les boutons en façade de manière très classique, parce qu'en plus, c'est un look très vintage pour le choix des sources, balance droite-gauche, l'équalisation, etc. On a aussi une télécommande, c'est cela? Alors, on a une télécommande qui récupère en fait toutes les sources qui sont directement disponibles par les entrées externes ou alors même tu peux avoir tes presets, tu peux gérer ton volume, tu peux tout gérer directement par la télécommande si tu n'as pas envie de le faire depuis l'application. Évidemment, quand on se met à l'arrière de cet ampli RN1000A, on voit pléthore de connectiques, c'est pas surprenant venant de chez Yamaha et d'un ampli de cette taille-là. Est-ce qu'on peut faire le tour? Donc, la partie numérique, parce qu'on a dit qu'il y avait un DAC, il y a un lecteur réseau, donc le DAC, on peut l'adresser par quel type d'entrée numérique? Alors là, c'est intéressant puisque, comme on le disait tout à l'heure, Yamaha fait de la hi-fi et de l'audio-vidéo. Donc, c'est un ampli hi-fi, mais il aurait été incongru quasiment que Yamaha ne propose pas une entrée HDMI ARC. Et là, c'est le cas. Donc, pour le téléviseur, là, on dispose d'un bel ampli pour pouvoir sonoriser nos émissions et nos films en stéréo. S'il est plus ancien, j'imagine qu'on a de l'optique. Si tu as un téléviseur qui ne dispose pas d'HDMI, il y a évidemment une entrée optique, même 2 entrées optiques. Donc tu peux brancher une télé et un drive CD par exemple. D'autres entrées numériques sont disponibles? Oui, tu as du coax, pareil. Tu peux mettre un drive CD ou même si tu as un streamer de très bonne qualité, utiliser cet ampli comme ampli DAC exclusivement. Et c'est la même chose puisqu'il y a une entrée USB qui là te permet même de monter sur les fichiers les plus hauts. Voilà, donc USB un peu carré, donc pour rappel, c'est l'USB-B qu'on va utiliser notamment aussi avec un ordinateur, soit en USB-C, USB-B, soit USB-A, USB-B. Donc voilà, on est très complet là-dessus. Côté entrée analogique, que nous propose Yamaha? Alors là, c'est riche aussi puisque tu as 3 entrées line-in RCA classique. Donc là, la même chose, tu veux brancher une platine vinyle préamplifiée, tu peux le faire. Tu peux brancher une platine CD de la même manière. Et il y a aussi une entrée phono avec une masse pour pouvoir accueillir en fait une platine vinyle non préamplifiée. Ouais, je dirais que dans un ampli connecté comme celui-ci, Yamaha ne renie pas ses origines, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve dans ces amplis depuis les années 70-80 est présent et a été complètement modernisé. C'est un ampli connecté, donc forcément sur le réseau, j'imagine qu'on est très traditionnel. Bon, là, tu as une carte réseau Wi-Fi sans fil intégré et évidemment une entrée Ethernet si tu préfères faire du filaire pour le réseau. À l'arrière, je vois 8 borniers, donc. 8 borniers, donc tu peux mettre 4 enceintes ou 2 paires d'enceintes. Et donc tu as un ampli A et un ampli B. Et après, si tu préfères aussi relier tes 2 amplis, tu peux faire du A plus B. Donc on peut gérer 2 zones d'écoute. Exactement. 2 zones, pour préciser, je peux les faire jouer en même temps ou l'une et l'autre. Exactement. Et il y a une sortie sub. Parce que si tu écoutes la télé, par exemple, si tu préfères avoir un sub complémentaire, tu peux aussi en installer un. Et puis comme on chapitre nos vidéos, si vous êtes allé uniquement à la partie connectique, tout à l'heure on parlait justement qu'en entrée, il y avait aussi une sortie casque
très classique jack 635 pour être très complet sur ce produit-là. Et pour terminer sur les connectiques, on trouve aussi une sortie pré-out si tu veux utiliser cet ampli en fait directement connecté à un ampli de puissance. Voilà, donc lui est pré-ampli, Oui. voire lecteur réseau, vers un bloc de puissance. Mélanie, on a commencé à évoquer voilà, ce qu'on s'attend en rendu musical chez Yamaha. Tu as fait des écoutes, on en a fait ensemble, seul avec ces enceintes. On l'a aussi comparé à un tout récent Marantz modèle 60 qui est dans les mêmes catégories de prix et qui fait les mêmes promesses en termes de connectique et d'aspect connecté, en termes d'application aussi. Donc déjà, tes premières impressions, qu'est-ce qu'ont donné tes écoutes de ce Yamaha RN1000A? Alors j'ai trouvé que cet ampli était fidèle à la réputation de Yamaha, qui a justement cette neutralité, cet équilibre dans les timbres, qui est parfaitement spatialisé, mais voilà, très naturel, sans coloration particulière sur sa restitution musicale. En termes de dynamisme, d'équilibre sur les différents timbres, les aigus, les graves, qu'est-ce qu'il donne? Alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt dynamique, en plus je l'avais mis en pur direct, donc là ça avantage grandement en tout cas les écoutes. Je trouve qu'il y a une belle présence des aigus qui sont très précis, qui ne sont pas brillants, qui sont présents mais très précis. Et ce que j'ai remarqué, c'est une parfaite spatialisation de la scène sonore, c'est-à-dire que quand tu fais des écoutes, tout est bien positionné dans la scène sonore, le chanteur est au bon endroit, les instruments sont à droite, à gauche, voilà, là-dessus c'est très holographique. Donc toi, tu conseilles davantage le mode pur direct que la gestion de correction d'acoustique par l'électronique par exemple? J'ai préféré ce mode-là en effet. Ce qui fait qu'au finalement on a le choix, si on a une pièce très compliquée, eh bien, on fait appel au micro et à la calibration pour adoucir, corriger tout cela. Et si la pièce est bien symétrique, elle n'a pas de résonance particulière, on profite vraiment de la partie amplification en mode pur direct. On l'évoquait, comparé au Marantz modèle 60, comment les gens, à la fois en termes de look, parce qu'ils ont chacun aussi un design différent, ça fait partie, hein, on choisit les couloirs, on choisit les boutons, les aspects, l'application, est-ce qu'on est plus EOS, est-ce qu'on est plus Musicast. Musicalement, comment on peut aider au choix et comment on peut les catégoriser, pourquoi on irait vers l'un et pourquoi on irait vers l'autre? Alors, ce qui était intéressant, c'est que là, il n'y a pas eu de grande surprise en fait dans nos écoutes, c'est-à-dire que Yamaha avait été fidèle à sa réputation, tout comme Marantz. Donc Yamaha, comme je le disais à l'instant, c'est vraiment très très pur et très neutre. Et Marantz a tendance là pour le coup à être beaucoup plus rond et chaleureux, et c'est ce qu'on aime tout autant chez Marantz. Chez Marantz, un peu moins spatialisé, mais un petit peu plus d'émotion sur le grain de la voix et sur les cordes. Chez Yamaha, j'ai trouvé que c'était plus précis, en tout cas, et moins tassé dans la scène sonore. Oui, et puis moi, le morceau de musique que tu nous as fait écouter, quel était-il? Alors, c'est Nameless de Dominique Fils-Aimé. Donc, celui-ci est compliqué parce qu'il y a une belle spatialisation à respecter. Et là, pour le coup, c'est le Yamaha qui s'en est mieux sorti. C'est vrai que voilà, quand il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de sonorités, il s'en sort mieux là-dessus, de ce côté-là. Un point essentiel, un ampli sans sa paire d'enceintes, il ne sert pas à grand chose. Quelles sont les associations que tu as bien aimées dans les enceintes, les paires de colonnes ou de bibliothèques qu'on a dans le showroom actuellement? Alors là, on a entré dernièrement la nouvelle paire de Focal Teva numéro 2, qui est une enceinte colonne. Et j'ai bien apprécié l'association parce que c'est vrai que Yamaha étant quand même assez neutre, les focales ont permis d'avoir une belle restitution de graves parce qu'elles savent asseoir un petit peu les graves. Donc ça a ramené quelque chose d'un petit peu plus émotif et, sur mes écoutes. Et j'ai apprécié cette association-là en particulier. Puis cette nouvelle version des Teva gère très bien aussi le haut du spectre, ce qui est pour moi très important quand on a des produits Yamaha, d'avoir des enceintes qui ne vont pas l'exagérer ou créer trop de brillance ou de clarté, parce que c'est un peu la coloration musicale de Yamaha là-dessus. Sur des bibliothèques, alors sur les bibliothèques, j'ai fait le test avec des LS50 de chez Kef. Et là, c'est vraiment intéressant parce que dans certaines écoutes et dans certains de vos retours, vous nous dites c'est vrai que des fois, Kef, ils envoient un peu fort sur le médium ou sur le médium grave. Bien là, Yamaha, avec sa certaine neutralité ou en tout cas un fort traitement des aigus, va venir en fait adoucir aussi, enfin rééquilibrer une écoute Kef.
On a aussi une évolution, justement elle s'appelle les Evo de chez Focal, qui sont des bibliothèques qui sont pareilles dans les mêmes gammes de prix. D'ailleurs, il y a je trouve, dans ce qu'on est en train de citer, il y a une cohérence en termes de budget des enceintes, le budget du Yamaha sont vraiment en cohérence. Tu avais fait une écoute aussi sur les nouvelles Aria Evo, c'est ça? Alors les nouvelles Aria Evo numéro 1, donc au format bibliothèque. Ce qui était intéressant là, c'est parce que Focal a retravaillé le Twitter sur ces Aria. Et pour le coup, l'aigu est juste parfait. C'est-à-dire qu'il est absolument pas scintillant et extrêmement bien positionné dans la scène sonore. C'est une très très belle écoute. Voilà, donc si vous avez envie de repartir de zéro, ça c'est des propositions d'association qu'on vous fait avec Mélanie, couplées avec le RM1000A. Et puis, très certainement, vous avez vos enceintes qui fonctionnent, elles, toujours très bien. Vous avez envie de renouveler l'ampli, parce que des fois, ils arrivent à la fin de leur vie, ou tout simplement pour accéder à la partie Musicast, à la partie HDMI Arc et autres. Bah, vous connaissez vos cabasses, vos triangles, vos BW ou encore vos Klipsch. Bah, voilà, si vous savez qu'elles sont comparables aux 3 propositions d'enceintes qu'on vous a fait, bah, vous savez que vous aurez une très belle composition hi-fi là aussi. Pour terminer ce test et cette présentation vidéo du Yamaha RM1000A, quels sont pour toi ses qualités, ses avantages, ses défauts, ses inconvénients que tu as notés avec ces quelques semaines que tu as passées avec lui? Les désavantages, ce serait ce retrait, ce léger retrait des graves en fait. Donc ça, c'est propre à la musicalité de Yamaha. D'où l'importance des enceintes associées. Des enceintes ou d'ajouter un caisson éventuellement. Il n'y a pas d'entrée USB pour une clé de lecture ou un stockage externe. Donc ça, c'est assez surprenant. C'est vrai que ça peut manquer. Ouais, faisons attention, il y a des prises USB, il y a bien marqué service, donc c'est la mise à jour du service technique ou autre correction par Yamaha. Et l'USB-B, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour un ordinateur. Exactement. Et le Bluetooth, là, ils n'ont pas fait un grand effort. Ils sont restés sur un Bluetooth standard, donc il n'y a pas d'aptX HD. Donc on sent clairement que Yamaha n'a pas envie qu'on écoute notre musique avec du Bluetooth. D'ailleurs, on ne l'a même pas testé. Non, je ne l'ai pas testé, je vous avoue. C'est bas de ce côté-là. Et après, concernant la télécommande, parce que c'est un accessoire soit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous est quand même beaucoup demandé. Et Marantz a fait un bel effort sur ces dernières télécommandes. Là, Yamaha, on sent qu'il y a quelques années, en tout cas, les boutons sont vraiment petits, il ne faut pas se rater, il ne faut pas avoir des gros doigts. Et la manière dont c'est écrit, gris sur gris, bon, il faut parfois se mettre un peu à la lumière pour savoir quelle source on sélectionne. C'est vrai que pour un hi-fi traditionnel qui, au départ, il y a quelques années, les télécommandes étaient massives, assez grandes, là, ils ont fait au minimum. Ces qualités, les quelques points que tu as envie de mettre en avant sur cet ampli? Alors, on parlait de l'USB manquante à l'instant. Là, pour le coup, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir brancher un ordinateur sur cet ampli et d'utiliser cette entrée USB-B. Après, Marantz n'a toujours pas Cobuzz en natif, mais là, c'est pas le cas avec Yamaha qui regroupe tous les abonnements de musique, hormis Apple Music en natif, mais c'est contourné par l'AirPlay. Donc ça, je trouve qu'il n'y a pas d'absent en fait. Sur les plateformes musicales. Ouais. Et de pouvoir profiter de la calibration qui est souvent dédiée exclusivement aux amplis home cinéma ou aux amplis hi-fi très haut de gamme avec du Dirac. Là, avec Yamaha, on l'a tout de suite et il y a le micro. Donc on déballe, tout est là, tout est présent. Et puis bon, dernier point important, puisque c'est un ampli connecté, c'est le Multiroom Musicast avec une application fluide, ergonomique, qui ne bug pas et qui est très visuelle. J'ai trouvé ça très agréable. C'est vrai que ça a été le premier point qu'on a testé, on va conclure là-dessus. C'est qu'il y a quelques années, on nous parlait de Musicast, les gens disaient « j'ai peut-être envie d'aller sur d'autres marques qui maîtrisent mieux cet aspect ». Donc on a tout de suite, avant même de l'écouter vraiment, on s'est dit est-ce que Musicast marche parfaitement? Et là, on l'a complètement validé. Donc c'est pour ça qu'on fait rentrer toute la gamme. Vous allez voir apparaître les nombreux amplis connectés, les futurs produits qui arrivent aussi. Donc voilà, on était vraiment ravis avec Mélanie de pouvoir enfin avoir un produit Yamaha, de pouvoir enfin vous en parler dans cette vidéo. Et puis, comme habituellement, continuons justement d'en parler dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, mettez un pouce. Ça permet de mettre en avant tout cela, de partager ensemble parce que maintenant, les commentaires dans YouTube, ça s'appelle la communauté. Donc, ravi de vous retrouver pour discuter de tout cela, tous ensemble. Et puis, bien sûr, toujours dans le showroom ou par téléphone sur laboutiquederic.com.